Mis à part ceux qui ont travaillé avec des méthodes formalisées et validées dans certains pays, quand on passe donc de la carte ou des cartes de l'ALIA combinées avec les cartes ou le phénomène de vulnérabilité à la carte de risque, on n'a pas d'informations sur la méthode ou les méthodes utilisées pour la réalisation donc, de la carte des risques. Surtout là au niveau de la carte des risques, on l'a relevé, c'est en fait la grande difficulté d'apprécier la vulnérabilité. C'est en fait une grandeur qui est très différemment considérée. Et, certains donc en font une présentation ponctuelle, d'autres surfaciques, certains s'attachent à l'usage du bâtiment, d'autres à la densité du bâti, et il n'y a pas de coût qui est intégré pour l'estimation de cette vulnérabilité. Et ce qui est important, c'est avec l'intégration du coût qu'on peut faire des comparaisons. Donc, en absence, bien sûr, c'est malheureux à dire, même dans certains pays, même la vie humaine, par les assureurs, on lui donne un coût. Donc, et ça, il faut l'accepter pour donc, arriver à faire de cartes, donc de bonnes cartes exploitables et donc utiles. Et en conclusion, donc j'espère que je suis dans les temps, donc il est clair que la cartographie des inondations donc, a connu un réel essor au Maroc, notamment pour les zones urbanisées. Cependant, c'est là où on voulait un peu provoquer le débat pour qu'on, à la fin, donc, ces cartes en fait, sont entachées d'imprécisions. Et est-ce qu'il n'est pas temps, c'est là notre principal objectif, de provoquer un peu le débat pour voir quelles sont les possibilités d'arriver donc à avoir une méthode, adopter une méthode normalisée, applicable sur tout le territoire national pour faire ce genre de travail cartographique pour que les géographes aient leur place, toute leur place qu'ils méritent, pas que cette approche techniciste qui a prévaut jusqu'à maintenant. Et je vous remercie. شكرا أستاذ عمياي في إطار مداخلتي المرتبطة بتطور كرتوغرافية الفيضانات تطور الكرتوغرافيا المستعملة للفيضانات في المغرب تطرق الأستاذ إلى محورين أساسيين. أولهما أنه حدد مجموعة من أهم أنواع الخرائط المستعملة ثم المقاربات المعتمدة في ذلك. فبالنسبة للمحور الأول ارتكز على تقابل مجموعة من العوامل أهمها انتشار التقنيات والبرامج المستعملة للكرتوغرافيا الخاصة بالافتتاحات، ثم انتشار تقنيات النمذجة وأهميتها في الاستجابة لإشكالية النقص في المعطيات، ثم تطرق أيضا للتوسع الحضري الذي سبب في ارتفاع وتيرة الفيضانات وبالتالي ضرورة استعمال الكرتوغرافيا كمادة لتوضيح هذا الخطر. ثم بطبيعة الحال ارتفاع الرغبة أيضا في التخفيف من حدة هذه الكوارث من طرف السلطات المحلية والسلطات الوطنية، ثم أيضا البحث العلمي. هذه العناصر كلها سببت في تطور يعني هذه المقاربات. بعد ذلك تطرق أيضا الأستاذ إلى تصنيف الخرائط التي تعتمد هذه الدراسات، فأكد على وجود خرائط تاريخية للفيضانات، ثم خرائط مرتبطة بالمقاربة ما يسمى المقاربة الهيدروجيومورفولوجية، ثم خرائط المقاربة التي تعتمد على النمذجة الرياضية والحسابية، ثم أخيرا خرائط الأخطار وأخطار الفيضانات، وقد جرد أهم إيجابياتها وسلبياتها من يعني التي توضح أهمية هذا العنصر في دراسة الفيضان. نذهب إلى المداخلة كنظن الأخيرة
وهي صافي كنقول لكم بريزيدون اون سيونس ماشي دو سيونس لا لان كاين شي مجموعه المداخلات ديجا انونيم. طيب الاستاذ الحرشاوي في مداخلته حول utilisation des données géomatiques pour l'étude du phénomène de désertification dans la région semi-aride, cas du bassin versant de la moyenne ملوية. وليتفضل مشكور. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم. إذا je vais essayer de présenter ce travail, cette communication intitulée Utilisation. Bon, sachant que ce travail a été réalisé en collaboration avec M. Mamre Mohamed, doctorant à la faculté des lettres de Kinetra. Bon, l'intitulé de ce travail, c'est l'utilisation des données géomatiques pour l'étude de phénomènes de désertification dans les régions semi-arides. On a pris le cas du bassin versant de la moyenne Melouia. Le plan de cette présentation est constitué d'une introduction, des objectifs, puis la présentation de la zone d'étude et l'approche méthodologique, puis les résultats et enfin la conclusion. Bon, en introduction, on va essayer de donner une définition un peu générale de la désertification, qui est considérée comme la dégradation des terres dans les zones arides et semi-arides et subhumides, sèches, bien sûr résultant de divers facteurs, y compris des variations climatiques et des activités humaines. Cette désertification est considérée comme l'une des problématiques environnementales les plus préoccupantes de ce siècle. Elle touche 3,6 milliards d'hectares à l'échelle mondiale, soit 25% de la surface totale des terres émergées. Au Maroc, ce phénomène menace, selon certains chercheurs, actuellement près de 90% du territoire national. On passe aux objectifs de ce travail. Il y a un objectif global qui est qu'on va essayer de montrer l'état de la désertification et son évolution spatio-temporelle à l'aide des techniques de signe de télédétection. Il y a des objectifs bien sûr spécifiques ou secondaires. On va essayer d'analyser la dynamique spatio-temporelle de la désertification et utiliser des indicateurs de surface pour le suivi de cette désertification, de l'état de cette désertification dans le bassin de la moyenne Melouia. Puis, à la fin, réaliser une carte de sensibilité à la désertification du bassin de la moyenne Melouia. La région où le bassin de la moyenne Melouia, en fait, fait partie du grand bassin de la Melouia. Il est en fait limité par les hauts plateaux à l'est. Au sud, il y a le Haut Atlas. À l'ouest, il y a le Moyen Atlas oriental. Et au nord, il y a le seuil de Boyer-Robert. Les caractéristiques physiques naturelles de ce bassin, ou sous-bassin, c'est un bassin à climat semi-aride, caractérisé par un été très chaud, bien sûr, et un hiver très froid et sec. La pluviométrie ne dépasse pas les 200 mm. Bon, 200 mm, c'est des années quand même favorables dans cette région, hein, parce que rarement qu'on en arrive à 200 mm. C'est souvent 150, 160, voire moins. Bon, les précipitations sont très faibles dans cette région.
En ce qui concerne la couverture végétale, ce bassin est marqué par la présence d'un couvert végétal de type stépé, prédominé par deux espèces qui sont l'alpha et l'armoise. Les sols, bien sûr, sont des sols fragiles, constitués surtout de hamri, tirs et hèches. Puis, il y a le problème des vents aussi. Il y a deux types de vents, les vents humides de l'ouest, et puis il y a surtout le vent de l'est, qui s'appelle Shelby. C'est un vent chaud et sec qui aggrave la désertification de cette région. Pour la population est en augmentation. On a retenu juste les derniers recensements, 2004 et 2014. Comme vous voyez sur le graphe, il y a une forte augmentation de la population dans le bassin. Les activités économiques dans cette région sont dominées par l'agro-pastoralisme. L'élevage, c'est l'activité principale dans la zone. Cette activité emploie environ 50% de la population. Puis il y a l'agriculture, qui représente une activité importante à côté de l'élevage. Et la surface cultivée est estimée à 16 720, mais c'est la partie qui est irriguée qui est la plus importante parce que bon, les zones en bord sont de faible rendement, bien sûr. Il y a d'autres activités comme le commerce, l'artisanat, qui sont des activités mineures et complémentaires. L'approche méthodologique. Bon, on a commencé d'abord pour réaliser ce travail, pour réaliser la carte de sensibilité à la désertification dans le bassin de versant de la moyenne Louia. On a commencé d'abord par l'acquisition des images satellites de Landsat. Après, on a réalisé le pré-traitement radiométrique et géométrique, et puis calculer les indices qu'on a retenus qui sont l'NDV et l'albédo et le TGSI. On va bien sûr bien sûr exposer ces indices. Et puis à la fin, on a superposé les trois indices en fait, qui sont l'NDV et l'albédo et la taille des grains en fait. Superposer les trois indices en fait pour sortir la carte de sensibilité à la désertification dans le bassin versant de la moyenne de Louia. Pour les indicateurs retenus, en fait, on va expliquer un peu ces paramètres. Les paramètres sont bien sûr les trois là, qu'on a déjà évoqués. Ces indices radiométriques se sont avérés très efficaces pour caractériser la dégradation du milieu et permettent de quantifier et de qualifier l'état de milieu et son évolution spatio-temporelle, ce qui est notre objectif. On va commencer par l'indice de végétation par différence normalisée qui est l'NDV. Cet indice, c'est l'indice le plus connu, le plus utilisé pour détecter l'activité chlorophyllien à partir des données multispectrales de télétraction. Cet indice est le rapport de la différence entre la réflectance dans le proche infrarouge et dans le rouge, sur la somme des deux selon l'équation suivante, qui est devant nous. Pardon. Bon, l'équation est là où vous avez la réflectance dans le proche infrarouge, NDR, et puis la réflectance dans la bande rouge. On va passer au cas qu'on a obtenu par cet indice, par cet indicateur qui est le DB. Et nous avons sélectionné trois cartes en fait, de trois dates différentes. En 84, en 2002 et puis en 2017. Et nous avons obtenu, bon, il faut signaler que concernant les valeurs les plus faibles, bon, les couleurs, ce n'est pas les mêmes que j'ai sur l'ordinateur. Hein. Les valeurs, mais je vais essayer de les expliquer quand même. Les valeurs les plus faibles, ce sont les zones de végétation ou de couverture végétale très faibles. Et les valeurs les plus élevées, ce sont les régions ou les zones où il y a une végétation beaucoup plus dense. Ici, on a les espaces agricoles qui se situent tout le long de l'ouest Melouia.
Donc ça c'est la carte, ça c'est la première carte de 84. Puis on a une deuxième carte de 2002 avec une différence des résultats. En fait, on voit par exemple en 80, Par exemple, ici, en 84, on n'avait pas de valeur. En 84, on voit qu'il y avait une végétation dense ici, dans cet endroit. Par contre, le reste, par le paiement de Roi Atlas aussi, et l'alpha, on ne la voyait même pas ici, après les années de sécheresse des années 80. Puis, en 2002, il y a une nette amélioration, surtout dans la montagne de moyenne Atlas orientale et ici aussi dans le Haut Atlas. Puis, bon, ici on voit un peu sur l'image que j'ai là, on voit un peu de vert. En 2017 aussi, on constate une amélioration de l'alpha ici dans les hauts plateaux. Puis une dégradation, on constate une dégradation ici sur le moyen Atlas. Ici vous avez les trois cartes. Bon, malheureusement, il y a un problème de couleur. On ne voit pas bien les cartes. On ne voit pas la couleur verte bien comme j'ai sur l'ordinateur. Mais bon, cet indice nous donne en fait une idée sur la couverture végétale dans ce bassin. Les valeurs les plus élevées, c'est les couleurs vertes les plus foncées et les valeurs les plus faibles représentent la végétation faible. On passe au deuxième indice, au deuxième indicateur qui est l'albédo, qui se définit par la réflectance de surface dans une gamme de courtes longueurs d'onde, située entre 0,3 et 3. Puis c'est un indicateur radiométrique important pour caractériser la dégradation des milieux. Il est calculé par la formule proposée par Lyon École en 2002. L'albédo, vous avez la formule ici. Et puis, où B présente les bandes de 7, 1, 3, 4, 5 et 7. Bon, il y a les cartes de l'albédo, sachant que les résultats ou les valeurs de l'albédo sont l'inverse des valeurs de l'IDV. Ça veut dire que les valeurs les plus faibles représentent la végétation ou la couverture végétale la plus dense et vice-versa. Bon, là, on a la carte de 2004, de 84, puis la carte de 2002, avec une différence qu'on a constatée sur les divers, pratiquement les mêmes résultats. Puis, on a les résultats des trois cartes pour cet indice, pour cet indicateur qui est l'albédo, en 84, en 2002 et en 2017. Puis, on a retenu un autre indice qui est l'indice de taille des grains de la couche superficielle du sol. En anglais, c'est TGSI, Topsoil Grain Size Index. Cet indice de grosseur des grains de la couche superficielle du sol a été élaboré à partir de l'étude de terrain de la réflectance spectrale à la surface du sol et des analyses de laboratoire de la composition des grains de sol. Wong et Hall ont proposé un nouvel indice de taille des grains de couche arable, c'est le même indice, qui est associé à la composition mécanique de la terre végétale. Vous avez la formule ici, et puis les bandes RBG sont respectivement les bandes rouges, bleues et vertes. Les cartes ici de la taille de grain, sachant que les valeurs les plus élevées correspondent aux valeurs plus élevées de l'albédo et les valeurs faibles aussi correspondent aux valeurs, c'est les mêmes valeurs à peu près avec l'albédo, qui sont l'inverse de l'INDV. Bon, on a la carte de 84, 2002, bien sûr, et 2017.
Et puis on a les trois quarts. Bon, on a à peu près les mêmes résultats pour les trois indices. La végétation se situe notamment dans le moyen Atlas oriental et l'alpha qui est un peu moins dégradé dans les hauts plateaux. On passe aux résultats. Les résultats, on va présenter les trois cartes, bien sûr, comme on a fait pour les trois indicateurs, les cartes de sensibilité à la désertification en 84, puis en 2002 et en 2017. La première carte, comme vous voyez, là, les couleurs que vous voyez ici, plus foncées, en gris un peu foncé, représentent la végétation, on va dire la plus dense. Et puis il y a ce jaune là qui représente, bon, il y a un peu ce vert là qui représente un peu l'état, vous avez les degrés en fait de désertification. État très dégradé, malheureusement, ce n'est pas les mêmes couleurs que j'ai sur l'ordinateur, là on les voit, on les distingue bien, avec la classification qu'on a fait, mais ici, là, je ne vois pas les mêmes couleurs. Bon, on a divisé notre terrain en 5 classes selon le degré de dégradation. État très dégradé, état dégradé, état critique, état moyen et bon état. Donc on remarque que dans les années 80, malgré les sécheresses consécutives des années 80, la région quand même était moins désertique qu'en 2017. Bon, là, ici, on voit un peu des zones avec des sols nus. Bon, en 2002, on voit que cette couleur qui représente l'état très dégradé a beaucoup progressé, et notamment dans les bordures de Wodmouya. Et puis, il y a une dégradation de la couverture végétale. Ici, on voyait, dans les années 84, il y avait encore un peu de forêt dans le moyen Atlas oriental, et ça c'est dû notamment à la pression humaine sur la forêt de moyen Atlas, et notamment avant, on arrivait à couper surtout le cèdre, qui est devenu interdit maintenant et qui a repris un peu. En 2017, vous voyez la tâche, il a continué à progresser. Donc, vous voyez en 2017, on voit une progression de ces sols, de cette région, ou de ces tâches qui représentent en fait les régions. Par contre ici, pour ne pas confondre, ici c'est un vert, c'est les terrains agricoles qui sont situés tout le long de l'oued Melouia. Et puis on a des classes en fait qui représentent le degré de dégradation. On a à la fin réalisé un tableau pour synthétiser un peu le degré de sensibilité à la désertification avec les mêmes classes qu'on a retenues, qu'on a divisées avec les cartes qu'on a utilisées. Les zones en bon état, ça veut dire les zones qui sont... et on a en fait essayé de calculer les superficies et leur évolution. Par exemple, ici, les zones qu'on a classées en bon état ont évolué entre 84 et 2017. Et ça ne veut pas dire que la végétation a connu une évolution, mais ça c'est dû surtout à l'augmentation des espaces agricoles irrigués, notamment tout le long de l'oued Melouia. État moyen, on voit une régression ici. Ici, état moyen. Puis état critique aussi, bon, les surfaces sont passées de 84 de 3464
à 6 000. Ça, c'est les espaces qui sont en état critique. Ça veut dire avec des couvertures végétales moins denses. Et puis, l'état dégradé aussi, il est passé de 2053 km² à 1335. Ça veut dire qu'il a régressé. Ça veut dire cette classe, en fait, puis l'état très dégradé qui est passé de 136 km² à 1151. En guise de conclusion, on peut dire que la géomatique est un outil performant pour l'étude de la dynamique spatio-temporelle de l'état de désertification. Le suivi, ça permet le suivi de l'évolution de la désertification qui a été évaluée par les 3 indicateurs retenus et confirmée par une bonne connaissance de terrain. La désertification de notre zone d'étude résulte d'après plusieurs recherches de l'interaction de divers facteurs locaux, notamment locaux, parce que la désertification se produit localement, ce n'est pas une avancée du désert, mais c'est une désertification qui se produit par des facteurs locaux qui sont des facteurs physiques, notamment la sécheresse, les vents chauds, et des facteurs anthropiques qui sont le surpâturage, l'abondement, le défrichement. Et je vous remercie de votre attention. شكرا أستاذي الكريم. تطرق الأستاذ الحرشاوي إلى ظاهرة التصحر باستعمال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشراف عن بعد. فالمنطقة المدروسة هي منطقة حوض ملوية الوسطى، وبعد تحديد مختلف الخصائص الطبيعية والبشرية للمنطقة. قدم الأستاذ المقاربة المرتبطة بمنهجية العمل التي اعتمدت أساساً على صور لونسات مع عدد من المؤشرات، من ضمنها مؤشر لامبيدو، مؤشر الديفيد، غطاء نباتي، وأيضاً باعتماد صور مختلفة التواريخ 1984 2002 2017. وقد وضح الأستاذ بشكل رغم التشو للأسف لم يساعده على إبراز الألوان التي كانت تطرح على الحاسوب، وهذا الطلب سنطلبه في مجلس كلية من أجل إعادة تصحيح إصلاح الآلة هذه. إذا قد وضح الاختلاف الموجود من حيث الغطاء النباتي خلال هذه الفترات، مؤكدا على تشابه النتائج المحصل عليها التي تؤكد على أن سنوات الثمانينيات رغم جفافها فإن الغطاء النباتي كان أكثر أهمية من سنة 2017، سبب بطبيعة الحال مرتبط أساسا بالضغط البشري على مختلف المساحات الغابوية. ننتقل إلى آخر مداخلة لأشير لكم بأن ما تبقى يعني مداخلة الأستاذ بكري والأستاذ قيراط تم يعني لم يتمكن الأستاذ من تقديمها، وبالتالي فهذه نورمالمون آخر مداخلة إلا إذا كان نسيت شي واحد، ما كان نسيت شي واحد ما بقاش نكسبو. وبالتالي نحن داخل الوقت ربما عندنا واحد 5 دقائق ديال التأخير. طيب أترك للأستاذ الحوجة حسين بطبيعة الحال من الدار البيضاء مداخلته حول l'évaluation à l'aide du signe de l'efficacité du système anti-incident, anti-incendie de forêt de la commune rurale de Bab Taza, province Chefchaouen. أترك لكم ترجمة العنوان. Salam alaikum. Salut à tous. Merci Monsieur le Président. Je profite de l'occasion tout d'abord pour remercier le comité d'organisation de ce colloque et son accueil chaleureux pour les intervenants. Je passe directement à ma communication intitulée Évaluation à l'aide des systèmes d'information géographique de l'efficacité des systèmes anti-incendie de forêt. J'ai pris comme cas la commune rurale de Bab Taza qui se trouve dans la province de Chefchaouen. بالنسبة للترجمة يعني إيفالياسيون يعني تقييم باستعمال نظم المعلومات الجغرافية يعني إفيكاسيتي يعني فعالية بنيتو يعني منظومة مضادة للحرائق يعني بالنسبة
الجامعة القروية في ارتزا في شفشاون. Donc, cette communication va se dérouler suivant ce plan. Premièrement, avant d'exposer la problématique, je présentais la zone d'étude, après un diagnostic de ce dispositif anti-incendie, et puis l'évaluation de ce dispositif. Et je conclue cette présentation en donnant quelques perspectives. Comme vous voyez dans le tableau, sur les données sur les feux de forêt dans les pays du bassin méditerranéen, le Maroc perd annuellement environ 3500 hectares par an, qui représente 0,07% de la part de la surface forestière nationale. Comme vous voyez, cette surface est un peu faible par rapport aux autres pays des bassins, mais il est jugé élevé au égard de taux de boisement très faible des pays qui ne dépassent pas les 8%, sachant que le taux international est plus de 20%. Il est aussi faible vu l'aridité du climat marocain qui règne sur plus de 75% du territoire national, et aussi vu quelques contraintes rendant extrêmement difficile la reconstitution des espaces forestiers, comme les changements climatiques, thème l'actualité, l'érosion. Il y a aussi des contraintes d'ordre social telles que les oppositions de la population rurale ou riveraine aux opérations de reconstitution des forêts d'une façon artificielle. Donc, la commune rurale, comme vous voyez sur la carte, se situait au nord des pays, dans la province de Chefchaouen, près de la côte méditerranéenne. Cette commune se caractérise et couvre plutôt une superficie de plus de 29 000 hectares. Elle dispose aussi de 15 200 hectares de domaines forestiers. C'est un taux qui est très élevé, classé au niveau national parmi les premiers taux au niveau national. Sachant aussi que le taux national est de 8%, comme nous avons édicté auparavant. Ce domaine forestier est dominé par une espèce principale qui est le chêne liège, caractérisé par sa forte inflammabilité vis-à-vis des feux. Et cette commune est caractérisée aussi par un relief très accidenté, dont les amplitudes altitudinales compris entre 200 mètres et 200 300 mètres vers à l'environ de Jebel Bouhachem. Elle dispose aussi d'une population dense qui s'élève à 28 600 habitants. C'est parmi les taux de la population rurale les plus élevés au niveau national, ce qui engendre une surexploitation des domaines forestiers et une pression élevée. Aussi, il est situé dans l'étage bioclimatique humide supérieur à variante fraîche, ce qui favorise aussi le développement d'une végétation naturelle très dense et très variée. C'est aussi la commune la plus envoyée par la cannabiculture, c'est-à-dire la culture du cannabis. C'est un facteur anthropique très décisif pour la stabilité de l'écosystème. Donc cette évaluation est présentée pour pallier à l'augmentation de la vulnérabilité des forêts de la province de Chefchaouen face au risque d'incendie. Là aussi que mener une évaluation générale, c'est du fait que l'évaluation est basée de la plupart et la base de la plupart des mesures préventives, surtout d'ordre technique. Donc, dans cette phase, nous avons effectué un diagnostic avec des moyens, en utilisant des nouvelles technologies de l'ensemble de la province de Chefchaouen. Et pour y arriver, nous avons opté pour plusieurs techniques et sources de données complémentaires. Nous avons fouillé les archives des hauts commissariats et nous avons collecté des données très importantes. Nous avons aussi numérisé. Nous avons aussi consulté le personnel forestier pour mieux localiser et situer ces infrastructures.
sur les cartes topographiques, aussi nous avons utilisé des cartes topographiques de la zone. Et enfin, nous avons effectué des levées de terrain avec des GPS pour la validation de certaines données et pour compléter certains manquements. Donc, la première carte que nous avons collectée, c'est la répartition spatiale des points d'eau dans la province, selon les différents massifs forestiers de cette province. On voit une disparité hétérogène dans l'espace. Il y a un manquement surtout dans les zones très accidentées de la province, comme celle-là. Le Jebel Bouhachem qui est situé dans cette zone. Nous avons collecté une quarantaine de points d'eau. Qu'est-ce qu'un point d'eau? C'est pour une petite définition. Ce sont des citernes artificielles construites de béton armé, installées au sein des forêts pour approvisionner les patrouilles de lutte au moment d'un incendie. Aussi le réseau de pistes forestières, il est montré un manquement, surtout dans les montagnes. Dans cette zone, il y a un manquement. Ce sont des pistes forestières. Nous avons depuis cartographie plus de 350 km de pistes forestières. Aussi le réseau de tranchées par feu, elle est concentrée dans ces zones-là. Donc, il y a une couverture qui est très faible de cette infrastructure. Tranchées par feu sont un séparateur